Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 72e numéro du podcast. On va revenir tranquillement pendant cette heure de podcast sur la victoire du Paris Saint-Germain samedi contre Rennes en Ligue 1 pour le compte de la 10e journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Mousse tout d'abord qui était avec nous. Comment ça va Mousse en ce lundi matin? Salut tout le monde, bah écoute, ça va, il fait beau, un peu triste de ne plus voir le PSG pendant 15 jours, on va un peu s'emmerder, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Semaine de trêve internationale qui va durer pendant encore 2 semaines avec 3 matchs, dont un match amical. Ouais, ça commence à être. Déjà, la dernière trêve internationale avait été très longue. Celle-là aussi, elle risque. Mais ça va peut-être. Enfin, j'allais dire. Ça va reposer certains joueurs, mais pas les internationaux, quoi. Le reste, ceux qui ne sont pas convoqués, il n'y a qu'eux qui vont un peu pouvoir souffler de jouer tous les 3 jours. Yacine Amnet qui est avec nous aussi. Ça va, Yass? Salut à tous, ça va, merci. Et enfin, Nicolas Puravo qui est avec nous pour compléter la bande. Ça va, Nico? Salut messieurs, ça va bien. Voilà, maintenant vous avez toute l'équipe. On va parler du coup directement du podcast, du sommaire du podcast. On va rentrer donc dans le vif du sujet avec ce débrief de Paris Saint-Germain-Rennes. Victoire facile 3-0 du Paris Saint-Germain après sa défaite à Leipzig en Ligue des Champions. Le PSG qui s'est rattrapé, c'était samedi soir en Ligue 1 à 21h pour le compte de la 10e journée. Et le PSG qui s'est imposé facilement 3-0. Donc le PSG est leader du championnat avec 24 points, déjà 4 points d'avance sur le deuxième Lille qui a perdu contre Brest 3-2. Mousse, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on va pas faire comme on le fait le lundi, on va pas faire un débrief complet du match, mais euh, on peut parler déjà de la composition, hein, si vous voulez. Hein. Le Paris Saint-Germain qui est en 4-3-3 avec énormément de blessés, une équipe complète pratiquement à l'infirmerie. Le Paris Saint-Germain qui a été en 4-3-3 avec Keylor Navas au goal qui a été un peu incertain, Thilo Kehrer qui était à droite, Marquinhos qui revenait à sa position de défenseur central, Diallo, Kurzawa, un milieu de terrain avec Herrera, le retour de Paredes en sentinelle Gay, et puis Florenzi qui évoluait un cran plus haut en ailier droit, accompagné de Keane et Di Maria. Le club de la capitale, avec une drôle de soirée, hein, avec un succès, une belle victoire 3-0, mais encore avec beaucoup de joueurs sortis sur blessure, donc c'est toujours un peu un léger contraste, quoi. Oui, alors sur la compo, en vérité, sur la compo de départ, moi, je peux pas trop lui en vouloir, en tout cas avant le match, parce qu'on n'avait pas certaines informations. Euh, on a su que Thomas Tuchel avait fait jouer volontairement des joueurs qui se sentaient pas bien ou qui avaient des gènes ou qui étaient même blessés, comme Gay, qui est sorti rapidement. Florenzi, qui n'était pas très bien apparemment, qui avait beaucoup de fatigue, il a quand même décidé de l'aligner. Il l'a aligné plus haut. Il y avait peut-être d'autres solutions que mettre Florenzi plus haut à droite. Et puis Kerrer, pareil. Hein, apparemment, Kerrer jouait alors qu'il n'était pas prêt. Il y avait aussi des solutions sur le banc. Donc, à part ces trois postes-là, pour le reste, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. On a découvert un Brésilien en défense centrale, pas mal. Pas mal. Je trouve que c'est un vrai. On a l'habitude de le voir au milieu de terrain. Là, il a décidé de le mettre en défense centrale. C'est une belle expérience. Rapide, C'était hein. bien. Il est rapide, hein. Il a bien pris les ailiers rennais qui allaient très vite, Doku et Gbo, là, il a été pas mal. Hein. Lagapar, je sais pas si vous avez remarqué, mais il était plutôt bien pendant le match, Marquinhos. Hein. Voilà, il a vu le visage un peu ouvert. Il a fait son match, honnêtement. Moi, je l'ai trouvé très, très bien. Donc, j'espère que Thomas Tuchel va arrêter ses bêtises et qu'il va continuer à le mettre. Là, il était avec Diallo. Kimpembe était pas là. Moi, j'ai trouvé que Diallo, c'était pas mal son match aussi, associé à Marquinhos. Voilà ce qu'on peut dire sur la compo de départ. Comme je l'ai dit, mais on en reviendra tout à l'heure, il y a bon, ça, on l'a su après, donc il y avait peut-être mieux à faire sur les joueurs qui sont sortis sur blessure. On aurait pu s'épargner encore une nouvelle fois ça. Il y avait des solutions sur le banc. Pour le reste, c'était un match sérieux, accompli 3-0 face à une faible équipe de Rennes qui m'a plutôt, moi, déçu, parce que c'est une équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus d'adversité. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'absents, dont leur petite pépite Kamavinga. Bon, écoute, avant la trêve internationale, c'est quand même 3 points, un clean sheet. On ne va pas cracher dessus. Mm. L'autre équipe, évidemment, qui était aussi engagée en Ligue des Champions la semaine dernière et qui a pris 3-0 contre Chelsea. Yacine Mousse le disait, bon, il y a eu un but de Moïse Kean en début de partie sur un beau pressing de Di Maria, puis ensuite André Di Maria qui a marqué un doublé. On s'attendait à une plus grosse adversité entre le premier et le troisième de Ligue 1. Rennes avait quand même, malgré l'absence de Kamavinga, avait plusieurs forces en présence, une équipe intéressante, et au final, le Paris Saint-Germain n'a jamais laissé Rennes espérer, ou alors Rennes n'a jamais vraiment essayé de faire le jeu contre le PSG. Même si la possession, il y aura une stat tout à l'heure intéressante, même si la possession était en faveur de Rennes, et qu'au niveau des passes, pourcentage de passes réussies, de passes effectuées,
Rennes était pratiquement à égal avec le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, dans la concrétisation des actions, ils n'ont jamais su faire la différence, les Rennais. Ouais, c'est surtout que je pense que, pour parler de Rennes d'abord, c'est que Rennes n'a pas mis d'intensité. Moi, je suis toujours surpris quand. Alors, déjà, quand on joue le PSG et qu'on tente rien, mais quand on joue ce PSG avec tous les absents, je pense qu'il y a quand même. Voilà, alors après, est-ce qu'il y a la fatigue? On l'a vu, Rennes, il ne faut pas non plus oublier que Rennes, même s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, la semaine dernière, ils ont déjà. Enfin, ça fait 2 ou 3 matchs déjà en championnat qu'ils ont du mal. Mm. Avec l'enchaînement des matchs. Voilà. Donc, bon, Rennes, effectivement, décevant. Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux ou est-ce qu'ils n'ont pas osé? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, oui, Paris a maîtrisé malgré tout, a été bon dans les temps forts, a su marquer quand il fallait. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match parce que c'est un match en fait maîtrisé, sans qu'il y ait rien d'exceptionnel. Mais je pense qu'il y a des choses à dire sur, parce qu'on va y venir après, sur plutôt le positionnement des joueurs, les choix de départ, mais les choix de coaching, etc. Nico, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, toi, comment tu analyses cette rencontre après, on est lundi, on est 2 jours après. Paris Saint-Germain qui s'est facilement imposé, donc 3-0. Même si je disais, là j'ai les chiffres, hein, le Paris Saint-Germain a tiré 9 fois, Rennes 16 fois. Au niveau des tirs cadrés, Rennes n'a cadré que 3 fois, et c'est peut-être ça aussi sa limite sur le match. Et au niveau des passes, Rennes a effectué 509 passes et le Paris Saint-Germain 513. Et je le disais, il y a une stat assez intéressante sur la possession, donc. Attendez, je la retrouve. Ah, et voilà. Le PSG a affiché 49% de possession. C'est son plus faible pourcentage dans un match de Ligue 1 où il n'a pas été en infériorité numérique. Hein, donc à 11 contre 11, ça remonte au 15 mars 2015. Une position aussi faible du Paris Saint-Germain. Ouais, mais les chiffres pour le coup aujourd'hui, enfin de ce match ne sont pas vraiment très révélateurs parce que, comme vous venez de le dire, ça a été un match très très bien maîtrisé. Parce que déjà, parce qu'il y avait une supériorité, je pense, technique sur le terrain. Et puis parce qu'il y avait aussi une équipe de Rennes qui était fatiguée et qui avait, à mon avis, pas les moyens d'imposer du rythme et un pressing au Paris Saint-Germain. Donc du coup, à l'arrivée, ça a été un match assez peinard. Tant mieux, même si je pense que les gens auraient voulu voir un gros choc, un gros match de Ligue 1, bah, c'était pas celui-là qu'il fallait regarder. Mais au niveau match en lui-même, au niveau de ce que moi j'ai vu, et sans rentrer tout de suite dans les détails, globalement, ouais, ça a été une soirée plutôt sympa, quoi. Voilà, c'est le genre de match où c'était le troisième en face quand même, faut pas l'oublier. Donc, quand tu te promènes à ce point-là face au troisième, bah, tant mieux, hein, c'est tout bénef et ça fait une belle opération comptable. Donc plutôt satisfait de la rencontre globalement sur sa globalité. Ça me fait penser à l'édito de Vincent Duluc dans l'équipe de dimanche, où il disait il y avait d'un côté en Allemagne le Borussia Dortmund-Bayern, le premier contre le troisième parce que Leipzig était deuxième, et avec du spectacle avec 3-2. Et puis d'un côté, tu avais en Ligue 1 le premier face au troisième, et on a vu, on a vu que le Paris Saint-Germain était largement supérieur à Rennes et qu'il n'y a jamais eu vraiment d'adversité. Donc c'était aussi montrer des fois aussi un peu la faiblesse de Ligue 1. Intéressons-nous à une performance individuelle. À Moïskine, qui encore une fois, Mousse a marqué, hein, qui était encore auteur d'une bonne prestation. Lui est sorti sur blessure, on en reviendra tout à l'heure, mais apparemment, c'est pas une grosse gêne. Hein. Il a juste besoin de soins adaptés parce qu'il a subi une petite contusion sur le genou droit. Il y a une stat aussi sur Moïskine. Il a inscrit 3 buts en 4 apparitions avec Paris en Ligue 1. C'est déjà plus qu'en 31 matchs avec Everton en Première Ligue. Donc c'est aussi le signe que voilà, Moïskine commence à s'adapter au Paris Saint-Germain et à trouver ses marques dans cette attaque à 3, en l'absence des joueurs dont on parle tout le temps, Icardi, Neymar et Mbappé. Bah, il saisit l'opportunité que lui donne Thomas Tuchel et c'est bien. Il y a pas mal d'absents au niveau de la ligne d'attaque il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts. Alors parfois il est un peu brouillon devant le but, on le voit souvent rater, parfois un petit contrôle facile, etc. Mais on peut pas lui en vouloir parce qu'il est tellement généreux et tellement volontaire que, encore une fois, moi je pense qu'Icardi peut se faire du souci parce que c'est pas du tout le même profil. Icardi, il offre un peu plus de solutions qu'Icardi, même si Icardi, c'est un grand attaquant et qu'effectivement, dans la surface, il est souvent clinique, l'ami Icardi. Mais ce qu'est en train de montrer là Moïse Kean, c'est plus que bien, même s'il n'est pas assuré d'avoir une place de titulaire lorsque tout le monde sera disponible. Mais ça offre une solution supplémentaire à Thomas Tuchel.
Encore une fois, le PSG serait bien inspiré de lever l'option d'achat si option il y a, parce qu'il y a toujours un flou autour de cette histoire. Mais moi, je trouve qu'il s'est bien intégré et en plus, avec la difficulté de jouer dans dans une équipe qui est toujours remaniée en fait. Et à chaque fois, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Donc moi, je trouve que c'est quand même une qualité de sa part. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de lui, d'une gestion difficile, d'un joueur difficile, etc. Jusqu'à présent, on n'a absolument rien à lui reprocher. Il a un bon comportement, il marque des buts, il est utile à son équipe. Écoute, très très bien. Moïse Kean, très très bien. Yacine, j'ai une stat pour toi. Moïse Kean, c'est le premier joueur à marquer lors de chacun de ses avec Paris en Ligue 1. Il faut remonter à août 1995, Deli Valdés, le Panaméen, qui avait réalisé cette performance. Est-ce que tu te souviens du joueur? Bah oui, je m'en souviens, parce que Deli Valdés, il n'existait pas sur le terrain, et quand il avait un ballon, il marquait. En tout cas, la première partie de saison de cette année-là, il était assez chirurgical. Il a joué au PSG entre 95 et 97. 84 matchs pour 29 buts. Dont 13 les 3 premiers mois, je crois. Et puis après, il marquait plus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, après, il était parti au Panama en sélection, et quand il était revenu, on croyait que c'était son frère, parce qu'il avait un frère jumeau. Et on pensait que c'était son frère qui était revenu, parce qu'il marquait plus un but. Mais bon, c'est l'histoire ancienne. Non, mais Moïse Kean, On a mis Moïse Kean, ouais. c'est bien parce que ça lui permet de se mettre en confiance après une saison compliquée. Encore une fois, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que c'est la faiblesse de la Ligue 1 qui lui permet de marquer autant, ou est-ce que c'est lui qui se sent mieux au PSG, ou peut-être les deux d'ailleurs. Voilà, en tout cas, on sent qu'il donne tout déjà dans les efforts. Il fait le travail défensif. La semaine dernière, on a parlé un peu d'un mélange entre Icardi et Cavani. Voilà, je pense que ça résume son match. Effectivement, il a du déchet, mais il est généreux. Devant le but, je trouve qu'il est plutôt efficace. En tout cas, sur les occasions, il n'a pas raté de grosses occasions depuis qu'il joue là régulièrement. Donc voilà, c'est bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour le PSG parce qu'on l'a dit aussi, ça permet d'avoir une alternative différente. Parce qu'on rappelle, là, aujourd'hui, il joue avant-centre parce qu'il il y a des absents, mais il peut aussi jouer sur un côté. Voilà, son premier but, il est bien parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'appel de Florenzi qui oblige Aguerd à pas sortir en fait sur Moïse Kean. Mais lui, il s'en sert aussi bien, c'est-à-dire qu'il prend sa position, il sait ce qu'il veut faire, il attend le bon moment pour frapper, et puis sa frappe, elle est propre. Voilà, c'est bien, faut que ça continue. Et après, il faudra voir aussi comment ça va se passer quand tout le monde sera là. En fait, dans l'entente plutôt, pas dans le jeu, parce que je pense que son jeu, ça restera le même, mais plutôt comment il va être recherché par Mbappé, par Neymar, quand il y aura tout le monde. Exactement. Et Nico, Thomas Tuchel disait à son sujet à propos de Moïse Kean, il met de l'intensité, il fait ce qui est nécessaire. Je ne voudrais pas être défenseur contre lui en ce moment. C'est vraiment dur de jouer contre lui. C'est vrai, Yass le disait, il met déjà une très belle frappe, bien placée, etc. Alfred Gomis, qui n'est pas un mauvais gardien. Mais au-delà de ça, il met de l'intensité dans son jeu et il n'arrête jamais ses efforts. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Bah ouais, par rapport à Icardi, il est surtout là le profil. Alors je pense qu'Icardi a plus l'âme du buteur, il a plus le côté chirurgical, même si ces derniers temps ça a été un peu difficile. Mais voilà, il y a un peu plus ce côté-là. Par contre, on le voit, Icardi, c'est pas un joueur d'espace, c'est un joueur qui va attendre le ballon au bon moment, qui va de temps en temps jouer un peu en remise. Mais c'est vrai qu'on le voit, avec Icardi, c'est difficile d'initier du pressing devant. C'est un autre profil. Donc, si à côté de ça, tu as un Kean qui non seulement te fait du bien dans le jeu en lui-même, et puis qui en plus continue à marquer des buts, c'est vrai que la concurrence va être vraiment très, très intéressante. Après, pour répondre à Yacine sur ce qu'il vient de dire, voir comment ça va aller quand tout le monde sera là. J'ai l'impression que cette année, on n'aura pas souvent tout l'effectif à disposition, et que du arrivé, Kean, il sera... Enfin, celui qui ne sera pas blessé de la saison, il va jouer beaucoup de matchs, j'ai l'impression, cette année. Donc, Kean, il est jeune, il est en bonne santé, il n'a pas de problème physique, même si il prend pas mal de coups, mais il récupère vite. Donc, c'est parti, à mon avis, pour être la bonne surprise de la saison, s'il reste sur cette dynamique, évidemment. Et après, sur le profil du joueur, ouais, moi, je suis comme vous, je suis comme Yacine, j'aime bien ce qu'il propose. Pour l'instant, c'est simple, c'est efficace, il fait du bien, surtout, voilà, il presse. On l'a vu à Leipzig, hein, il est vraiment généreux dans les efforts, et tout ça combiné aujourd'hui, ça fait que
il est incontournable aujourd'hui dans le 11 parisien et c'est une surprise, on va pas se mentir, on ne s'attendait pas à le voir débuter comme ça. En tout cas, moi, grosse surprise, très bonne surprise, mais ouais, je m'attendais vraiment pas à découvrir ce joueur à ce niveau aussi vite au Paris Saint-Germain. Parlons d'un autre joueur, si vous voulez bien, de André Di Maria, qu'on a un peu critiqué dans le podcast, mais à juste titre, après son match contre Leipzig. Alors, pas forcément pour son match dans l'ensemble, mais il avait marqué le premier but du Paris Saint-Germain. Ensuite, il avait loupé son penalty et avait un peu plombé, avait un peu, était un peu descendu au niveau de la mentalité sur le reste du match, où il était un peu tombé en flèche. Là, aujourd'hui, samedi, il a mis un doublé, bien en jambes, il a pris le jeu à son compte. Il a dépassé Safet Souzi, au classement des meilleurs buteurs parisiens, avec 86 réalisations. Il est désormais 8e meilleur buteur. Qui est le 7e? Vous savez qui est le 7e meilleur buteur devant lui? Avec 95. Rai. Hein? Rai, non? Non, François Mpelé, qui est 7e pour l'instant. Il y a Kylian Mbappé. Mais au classement, toi, tu parles au classement total. Des meilleurs buteurs de l'histoire de Paris Saint-Germain. Ouais, voilà, pas en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, c'est Rai. C'est Di Maria qui est 8e, donc, avec 86 buts. Et il y a François Mpelé à 95 buts, qui est 7e, donc largement atteignable pour André Di Maria. Yacine, tu parlais de l'animation. Avant que je vienne te voir, Mousse, je reviens vers toi, Yacine, rapidement, parce que tu parlais de l'animation. Comment tu as trouvé justement cette animation offensive avec Di Maria et ce milieu de terrain? On parlera après de Leandro Paredes qui a fait beaucoup de bien, mais comment tu as trouvé justement dans les attaques du Paris Saint-Germain? En fait, c'est paradoxal parce qu'en fait, Di Maria a touché moins de ballons que d'habitude. Alors, évidemment, il y a la possession qui a été moindre pour le PSG par rapport à d'habitude, mais malgré tout, il a touché que une cinquantaine de ballons, je crois, maximum. Par contre, il a été plus efficace dans ce qu'il a fait. Il a déjà été cherché plus régulièrement, puisqu'il n'y avait pas Mbappé et Neymar, et on sait que quand il n'y a pas Mbappé et Neymar, c'est lui en fait c'est par lui que ça passe, donc il a été beaucoup plus recherché que d'habitude. Il a été plus efficace. Il a été aussi, comment dire, mieux parce qu'en fait, il rejoue. Ça fait 1 mois et demi qu'il n'avait pas joué. Là, il a enchaîné 2 matchs de Ligue des Champions en une semaine, plus un match 3 jours après, le dernier. Bah oui, on sait, Di Maria, c'est un joueur qui a besoin d'avoir du rythme. Souvent, quand il y a la trêve ou quand il reprend, c'est pas le Di Maria qu'on aime, c'est pas le Di Maria qu'on aime voir parce qu'il manque de jambes, il manque de rythme. Voilà, là, il est mieux. Alors, il n'est pas encore revenu au top, mais il est mieux. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne l'ai pas, encore une fois, trouvé exceptionnel, mais il a été, en tout cas, efficace dans ce qu'il a eu à faire, dans ses choix de jeu. Le premier pressing, c'est lui qui récupère le ballon. Ouais. Et puis, bon, voilà, après, devant le but, on sait, Di Maria, même si on sait qu'il va faire sa balle piquée, mais il fait sa balle piquée et ça marche 9 fois sur 10. Donc, voilà, c'est lui, en tout cas, de ce côté-là, devant le but, quand il a des occasions, en général. Il est plutôt efficace. Ouais. Il les loupe pas souvent, ces petits piqués comme ça. Tu parles à moi, pardon? Je parle à toi. Non, mais c'est vrai que on parlait d'animation, on peut englober le milieu de terrain, si ça peut venir en ton propos, en parlant aussi de la performance de Leandro Paredes, notamment sur ce petit piqué, là où on parlait du but de Di Maria. C'est au départ une passe laser, qu'on appelle ça, qui casse une ligne pour Herrera qui joue aussi rapidement pour Di Maria et qui a pris à défaut la défense rennaise. Mais en tout cas, dans l'animation offensive, le Paris Saint-Germain, c'était quand même assez intéressant. Même si Rennes n'a pas fait un grand match, c'est quand même le 3e de Ligue 1, qui a une équipe intéressante, etc. Donc, il fallait gagner. Et il y a beaucoup d'ailleurs de gens, d'observateurs du football, qui prédisaient un match compliqué pour le PSG, avec justement le nombre de blessés, etc. Et contre une équipe de Rennes qui a montré des choses intéressantes depuis le début de saison. Sur Di Maria, comme l'a rappelé Yacine, le fait qu'il enchaîne les matchs, là on sent déjà que physiquement il est mieux. On se rappelle de ses premiers matchs après le Final 8, c'était très très difficile, mais ça s'explique aussi par ce que disait Nicolas au dernier podcast, ou l'avant-dernier podcast, pardon. Il a été positif au Covid après le retour d'Ibiza. Forcément, ça laisse quand même quelques séquelles, j'imagine, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu du mal. Alors, vous additionnez ça plus sa suspension, évidemment que ça allait être compliqué la reprise pour Di Maria, mais là, ça fait 1 ou 2 matchs où effectivement ça va un peu mieux, et en l'absence d'Mbappé et Neymar, c'est lui qui a pris la responsabilité. Mais évidemment, il a pas fait, c'était pas le match de sa vie, mais il a fait
il a fait le job, il a mis un doublé, il était présent offensivement, c'était quasiment le seul qui pouvait faire quelque chose. Florenzi côté, mais on a vite senti que c'était pas, ça serait pas son meilleur match et il est sorti d'ailleurs assez rapidement. Sur le milieu de terrain, bon, on va pas parler de Gay parce qu'il est sorti au bout de 13 minutes, parce qu'on a appris il a joué blessé. Paredes, il a fait vraiment beaucoup de bien. Herrera, je suis un peu mitigé parce que c'est un joueur qui donne beaucoup, qui est très généreux, mais bon, parfois, tu as l'impression que, je sais pas ce qu'en pense Yacine, c'est parfois un peu brouillon dans le pressing. Il court beaucoup, mais parfois, bon, en tout cas, contre Rennes, j'ai trouvé que c'était parfois pas à bon escient. Et puis pour le reste, bah, voilà, c'est ça, c'est tout. Hein. Tu m'as demandé sur Di Maria, le milieu, je t'ai répondu, mon cher Hugo. Sur Paredes aussi, Nico. Paredes, comment tu l'as trouvé, toi? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Leandro Paredes, hein, l'Argentin au milieu de terrain. Sa qualité de passe, ça fait du bien. Hein. Elle manquait au milieu du Paris Saint-Germain. D'une manière générale, je pense qu'on a vu encore une fois une équipe cohérente avec des joueurs à leur poste. Alors, c'était pas toujours flamboyant, surtout après la pause, mais bon, on a vu la composition d'équipe et les blessures s'accumuler, donc il y a quand même pas mal de circonstances atténuantes. Malgré ça, voilà, on a vu une équipe qui savait comment utiliser le ballon, il y avait un peu plus de cohérence. Moi, je suis désolé, mais Paredes devant la défense, c'est 1000 fois mieux qu'un Marquinhos. Alors, pourtant, on m'expliquera que Marquinhos est le seul dans cet effectif à faire le contre-pressing. Bah, on a vu que sur le match contre Rennes, il n'y a pas besoin d'avoir Marquinhos au milieu et qu'avoir un mec qui est capable de faire des bonnes passes comme ça devant lui, ça fait quand même vraiment tout de suite du bien. Donc globalement, tout ça fait encore une fois qu'on a retrouvé un PSG un peu plus serein, un peu plus cohérent surtout. Voilà, moi c'est ça que j'ai aimé. Voilà, mais Herrera, comme tu le dis, Mou, c'est vrai qu'il des fois il est un peu brouillon, des fois c'est compliqué, mais Herrera qui est à côté de Paredes, c'est pas Herrera qui est à côté de Marquinhos, je pense. Aussi c'est pareil, quoi. Donc cette cohérence, moi j'ai trouvé qu'elle était bonne. Après, juste une précision aussi sur Di Maria, on voit beaucoup de gens qui expliquent comment ça se fait que Di Maria, il ne soit pas en rythme, il joue qu'un match par semaine, il a le temps de se reposer. Bah voilà, on voit justement, et Yass l'a bien dit, c'est que on a aussi un match par semaine, c'est pas forcément bon pour certains joueurs, c'est même pénalisant pour eux d'avoir qu'un seul match par semaine, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Un mec comme Di Maria, s'il enchaîne pas les matchs tous les 3 jours, bah, il a du mal à trouver son moteur. Donc, quand tu expliques ça aux gens, tu passes pour un demeuré. Bah, on l'a vu quand même là il y avait quand même du mieux aussi de ce niveau physique. Mais voilà, encore une fois, tout ça, moi, la première mi-temps surtout, parce que la deuxième, c'est tellement du bricolage que je trouve qu'elle est difficile à analyser. Mais la première, elle est assez cohérente avec, encore une fois, de la simplicité. Et on se rend compte que dès qu'on met des joueurs à leur place, bah, bizarrement, ça marche mieux. Donc, peut-être qu'il faudra envisager de récidiver dans les grands matchs, mais bon, on va pas trop s'avancer non plus. Hein. Quand même dingue de dire ce genre de phrase, hein, Yacine. Je te voyais aussi tweeter pendant le match en disant un peu comme Nico, c'est bizarre, mais quand on met les joueurs à leur poste, il y a un peu plus de cohérence sur le terrain. Ouais, mais s'ils sont à ce poste-là, c'est peut-être qu'il y a une raison. Surtout quand ça fait 7, 8, 9 saisons qu'ils jouent à ce poste-là. Il y a quand même une raison. Alors qu'il y ait un joueur qui se révèle à un autre poste, ça arrive. Hein. On l'a connu au PSG, Daniel Bravo, qui est un attaquant, qui a été repositionné en numéro 6 et qui a fait une superbe deuxième partie de carrière en fait à ce poste-là. Mais combien de fois ça arrive, ça? Voilà, donc à un moment donné, c'est clair. Ah, j'ai une question, Yacine. Est-ce que tu penses que Kurzawa à droite, ça peut faire comme Daniel Bravo? Non, c'est sûr que non. Non, mais c'est sûr que non. Et franchement, bon, je suis très critique avec Kurzawa et je peux pas lui en vouloir parce que je sais pas si on peut en parler maintenant, mais le positionnement. Tu peux, vas-y. Le positionnement de Kurzawa quand il y a le remplacement de Kerrer. Moi, je veux bien on a l'impression de s'acharner sur Tourelle, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont très étranges. T'as Dagba sur le banc. Alors déjà, il y a l'idée de dire je fais rentrer plutôt Baker, quitte à mettre Kurzawa à droite. Sur le premier ballon, on voit déjà que Kurzawa il va être en galère parce qu'il fait un contrôle où il est obligé de se retourner bizarrement. Il met le ballon en arrière, il ne sait plus quoi en faire. Mais c'est logique en fait. On l'a déjà expliqué plein de fois. Déjà, les gauchers, c'est différent des droitiers. Et quel était le match, Yass, tu te rappelles, où Kurzawa avait joué arrière droit? C'était ouais, en finale. Non, c'était c'est la finale où il démarre à droite. Non, c'est la finale puisqu'il y a Baker à gauche et il sort justement encore blessé, Kurzawa. Il ne fait pas le match entier. Il semblait qu'en Ligue 1, il avait joué. Il y a eu en Ligue 1 aussi un match où. Oui. Je suis en train de chercher. Bon, je vais regarder. Vas-y, je te laisse continuer. Donc le truc, c'est que. Bon, à part si Tourelle n'a pas envie de le voir, mais on voit tous que c'est compliqué pour lui, mais c'est normal. Il y a une action en début de deuxième mi-temps où Rennes trouve une passe dans l'intervalle, où Kurzawa, il défend.
en fait, au lieu d'être de 3/4 en fermant le but, il est de 3/4 face à son but. Donc en fait, il ouvre la porte. Mais c'est juste pas possible. Mais c'est normal. Donc il y a l'idée d'Agba. Alors Dagba, tu ne le mets pas. Donc tu préfères mettre un gaucher à droite. Le message envoyé à Dagba, en même temps, on peut penser ce qu'on veut de Dagba. Mais c'est dire, bon, toi, tu es un latéral droit, mais je vais quand même mettre un latéral gauche à droite avant de te faire rentrer. Il y avait encore la solution de faire reculer Florenzi. Donc déjà, il y avait 3 possibilités. Moi, je suis désolé, il a choisi la plus mauvaise. Et en deuxième mi-temps, il y a quand même des choses étranges. Moi, j'ai pas compris si Paris défendait à 5 ou à 4. Parce que des fois, Dagba était sur la ligne de 5. Puis des fois, il était très haut. Kurzawa était plutôt à l'intérieur. Des fois, on avait l'impression qu'il jouait comme un latéral. Franchement, j'ai rien compris. Alors, la chance du PSG, c'était que Rennes était tellement inoffensif que ça t'a pas posé de problème. Mais voilà, et encore une fois, en deuxième mi-temps, quand tu fais rentrer Dagba, il y a encore une autre solution. C'est de remettre Dagba latéral. Di Maria, de le faire passer à droite, parce que Di Maria a joué la première mi-temps à gauche, avec Florenzi à droite. Donc faire passer Di Maria à droite, qui est son poste. Et à la limite, de faire passer Kurzawa en tant qu'offensive gauche. Et finalement, tu n'avais plus qu'un seul joueur qui n'était pas à son poste. Voilà, il y a quand même des choses. Voilà, et tu mets les joueurs en difficulté. Parce que moi, celui qui me dit que Kurzawa il a fait un bon match, oui, dans l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Mais voilà, défensivement, ça a été compliqué. Dans la relance, ça a été compliqué. Voilà, il y a quand même encore des choses qui me dérangent. Alors, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a beaucoup de blessés. Et quand on parlera des blessés, je vais expliquer que ce n'est pas non plus que un hasard le nombre de blessés. Voilà, il y a des explications, mais il y a quand même des choses qui sont récurrentes et qui ne sont pas dues qu'au Covid. On en parlera en fin de podcast. On reviendra sur les blessures. Mousse, il y a aussi le message envoyé à tes jeunes parce que tu as beaucoup de blessés, je le disais, hein, comme Yacine faisait un peu le décompte, mais tu as Gay qui sort au bout de 13 minutes à rentrer de Rafinha. 36e minute, Kerrer sort pour Baker qui passe à gauche, Kurzawa à droite. À la mi-temps, Florenzi sort pour Colin Dagba et tu as Danilo Pereira qui rentre à la place de Keane qui a quelques petites douleurs au genou. Et au final, pas de Kais Ruiz, pas de Fadiga. Donc quel message encore t'envoies à tes jeunes? On en parlait déjà contre Leipzig où tu les fais pas jouer alors que tu as besoin de marquer, de revenir au score. Tu n'as que en présence offensive sur le banc, fais-les rentrer. Il les fait pas rentrer, il les fait encore pas rentrer dans un match où tu gagnes 3-0 contre Rennes, etc. Alors certes, il a eu des changements tôt à faire, mais au lieu de mettre par exemple un Florenzi, il peut commencer avec un Florenzi les droits, mais tu peux à un moment faire rentrer un des deux jeunes pour voilà, accumuler du temps de jeu. Tu es au parc, tu mènes 2-0, c'est l'occasion quoi. Et au final, il n'y en a aucun des deux qui rentre. Bah, le message, il est forcément négatif. Surtout qu'en début de saison, tu as vu 2 jeunes partir pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils réclamaient du temps de jeu, même si Kwasi en avait eu. Mais quand tu as Fadiga, Kais Ruiz sur le banc, je crois il y avait pas Pembele aussi sur le banc. Bah, voilà. Donc toi, tu es jeune, tu es au centre de formation du PSG, tu es monté dans le groupe pro pour justement gratter du temps de jeu, soit pour le nombre de matchs trop important, donc pour rentrer dans la rotation, soit pour pallier à des blessures ou des absences. Et en fait, toi, tu es jeune, tu es sur le banc et tu vois ton coach faire entrer des joueurs à des postes qui ne sont pas le leur. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, moi, c'est mon poste. Je suis disponible, je suis prêt à rendre service à l'équipe, mais on ne me donne pas ma chance. On rappelle que Kais Ruiz est dans sa dernière année de contrat, que s'il ne prolonge pas, lui aussi pourra partir libre. Donc, c'est pareil, tu lui envoies ce message-là. Pembele, enfin, plutôt, je voulais parler plutôt de Fadiga qui a montré à chaque fois il rentre pas très longtemps, mais quand il rentre, il montre des choses intéressantes. Comme tu l'as dit, Hugo, c'était le match idéal. Tu as beaucoup de blessés. Tu mènes, tu es au parc face à une équipe dont tu as l'impression qu'il ne va pas remonter le score, qui ne propose pas grand-chose. Évidemment que c'est le moment de les faire jouer. Tu peux même les faire démarrer, même. Tu peux faire reposer quelques joueurs. Et puis, si tu les fais démarrer, que ça ne se passe pas très bien, bah, tu changes, ce n'est pas très, très grave. Quand bien même tu as perdu le match. Tu as un peu d'avance en championnat, on est qu'au début du championnat, on sait que le championnat, il sera pour nous. Bah, tente des trucs, c'est pas très, très grave. Mais faire monter des jeunes en équipe première à l'entraînement et ensuite tu les mets dans le groupe, mais tu ne les fais jamais jouer, même quand tu vas les faire jouer, je ne sais pas s'il y aura la motivation, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas s'ils vont tout donner, parce qu'ils savent que voilà, je suis là, j'ai 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et alors que certains auraient pu débuter le match. Donc oui, le message est mauvais, et puis après, il ne faudra pas s'étonner si nos jeunes partent les uns derrière les autres sans jamais signer chez nous. Avant de t'interroger, Nico, je t'ai vu Yass lever la main. Ouais.
Deux choses. Bon, la première, sur ce que vient de dire Mousse sur la motivation des jeunes, je suis pas tout à fait d'accord juste pour un truc, c'est que, effectivement, la motivation, mais quand tu es jeune, qu'on te donne 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes, le troisième match, tu t'attendais à jouer les deux premiers, tu joues que le troisième, tu es obligé d'être motivé. C'est-à-dire que là, je ne peux pas comprendre que un jeune rentre en se disant ouais, vas-y, je suis un bouche-trou. Bah ouais, t'es un bouche-trou, t'es un jeune. Mais par contre, tu as 10 minutes pour montrer que tu peux faire autre chose que bouche-trou. Ça, c'est un. Non, non, ouais. Juste, je te disais, parce que par rapport à la mentalité des jeunes, Oui, oui, bien du centre, sûr. C'est pour ça, oui. qui parfois boudent ou n'ont pas un bon état d'esprit Bien sûr. parce qu'on leur a accordé cela. Je parlais vraiment dans ce Ouais, cadre-là. bien Yes. sûr, bien sûr. Mais ça, c'est pas normal. Ça, Oui, c'est bien clair. sûr. L'autre chose, alors c'est pas pour défendre Tourelle, mais j'avais déjà expliqué qu'il y avait un Tourelle avant Manchester, après Manchester, et qu'il y avait l'idée, on avait parlé des jeunes qui avaient beaucoup joué la première année, puis il avait moins utilisé de jeunes, et l'idée de se dire, en fait, dans ce club, j'ai pas le choix, il faut que je gagne. Je peux plus tenter, je peux plus rien faire. Et je pense qu'en fait, contre Rennes, euh, l'idée du coaching, de ne pas lancer les jeunes, etc., c'est plus de se dire, euh, je suis en difficulté, tout le monde le sait, on vient de perdre à Leipzig. Si maintenant je fais rentrer deux jeunes et qu'on finit à 2-2, je vais me faire fracasser. Donc en fait, je mets des joueurs confirmés. C'est un moindre risque, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis les joueurs confirmés, si moi je viens de dire pourquoi tu lances pas les jeunes, il va dire mais attendez, aujourd'hui on ne peut pas lancer les jeunes dans cette configuration, il y a plein d'explications, tu peux en donner plein. Quand tu lances des gens confirmés, en fait tu te protèges. C'est comme quand on dit il met Mbappé à 50%. Ouais, mais si tu mets pas Mbappé à 50% et que tu perds, tout le monde va dire mais t'as Mbappé même à 50% et ceci et cela. Je mets Mbappé à 50%, en fait, je me protège. Ouais, Mousse. Ouais, non, Yacine, je voulais te dire, mais je suis d'accord avec toi, mais à ce moment-là, il aurait pu aussi expliquer, il aurait pu mettre les jeunes en expliquant que, par exemple, Kerrer, Gay était blessé, qu'il n'était pas prêt à jouer. Florenzi, il aurait pu le laisser au repos. Et même si, encore une fois, si on avait perdu, qui aurait pu lui en vouloir? Parce que de toute façon, les joueurs étaient blessés et qu'il n'avait pas d'autre. Et là, il a fait pire. Il a fait jouer des joueurs blessés, donc ils ont fait une rechute. Là, Kerrer, bon, même si, je vais être méchant, mais il va être absent 2 mois. J'allais dire tant mieux, au moins pendant 2 mois, il ne nous fera pas de boulettes. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais C'est-à-dire oui. que Mais personne n'aurait pu en vouloir parce qu'il a fait jouer des joueurs blessés. Donc si tu perds, si tu mets des jeunes parce que tu as des joueurs blessés et tu perds, on ne peut pas lui en vouloir. non, non, Il mais n'avait pas le choix en fait. la Donc moi je réflexion. comprends. Si vraiment, bah, il est à Mitoufel. Non, la réflexion, elle est bonne. Mais il faut à un moment donné, se mettre à la place de l'entraîneur. Et moi, je suis pas d'accord avec cette réflexion. Mais je la comprends. Parce que je sais ce que c'est quand on te reproche à chaque fois, tu as perdu un match. Et il le dit souvent. Et en fait, là où il peut plus expliquer, c'est qu'il est plus on le voit bien dans ses conférences de presse, il est plus dans l'explication. Il est dans le combat avec les journalistes. Quand Olivier Talaron lui pose une question, même qu'elle soit tordue ou quoi, rappelez-vous comment il répondait il y a 1 an et demi. Avec le sourire, il détendait l'atmosphère, il le prenait autrement. Aujourd'hui, l'impression que chaque question, c'est une agression. Là, il avait répondu à la question d'Olivier Talaron. Il avait dit ouais, comment ça se fait que vous avez remis Marquinhos à son poste, etc. Il lui avait dit c'est sérieux comme question. Voilà, voilà. Donc, c'est une question à laquelle il aurait répondu différemment il y a 1 an et demi. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette réflexion, parce que moi aussi, je suis pour de dire si tu as un groupe avec des jeunes qui sont là, qui ont un salaire, qui ont un statut professionnel, c'est qu'à un moment donné, ils doivent être capables de jouer. Alors, pas tous en même temps, mais un par-ci, par-là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux comprendre quelque part sa démarche à lui en se disant on est tout le temps en train de me ramener à ça. En fait, aujourd'hui, il faut que je gagne les matchs. Il n'y a que ça qui sauvera ma tête. À la moindre défaite, même si j'explique que j'ai lancé des jeunes, on va me tomber dessus. Et c'est la limite, en fait, aujourd'hui de Tourelle, c'est qu'en ayant cette réflexion et cette démarche, tu ne peux plus être cohérent ou lucide dans tes choix. Tu es en combat avec tout le monde. Avec Leonardo, tu es en combat avec les journalistes, tu es en combat avec les supporters. Voilà, il est aujourd'hui dans un combat. Et rappelez-vous, la première année, il n'est pas dans un combat. Il est dans l'explication, il est dans les tests, il est dans. La première année, j'ai des chiffres, hein, il a utilisé, je crois, 27 ou 28 joueurs au bout de 6 mois. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus là-dedans. Il utilise les joueurs que quand il n'a plus le choix, il y a des blessés. Mais il n'est plus dans l'utilisation, il est dans. Maintenant, il me faut du résultat pour qu'on me foute la paix. Voilà. Et c'est le problème. Et Nico, c'est un peu le problème aussi de tous les grands clubs où à un moment il y a la politique du club, etc., de faire jouer les gros joueurs.
et peut-être pas des fois certains qui méritent plus, mais qui sont plus jeunes ou qui ont moins de temps de jeu ou qui sont moins bien payés, etc. Enfin, tout ça rentre en compte, en tout cas, sur la question des jeunes et des joueurs confirmés. Yass et Mousse ont quasiment tout dit, donc je vais essayer de synthétiser. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont raison tous les deux. Euh, Tourelle, il est aujourd'hui complètement illisible, dans le sens où, d'un côté, tu nous dis qu'il se protège en mettant des joueurs confirmés. Je pense que c'est une chose tout à fait envisageable. Mais à contrario, on sait que dans sa tête, il sait qu'il n'y a rien à se protéger, puisque de toute manière, il va dégager à la fin de la saison, voire avant si ça se passe mal. Donc, quelque part, pourquoi est-ce qu'il ne tente pas des coups? Qu'est-ce qu'il en a à faire aujourd'hui? Que ça marche ou pas, ça ne va pas changer grand-chose à son statut et à son avenir. Donc, difficile aujourd'hui de savoir exactement ce qu'il a en tête. Après, sur les jeunes, comme le dit Yass assez souvent, effectivement, ils sont là pour jouer. À partir du moment où ils ont intégré le groupe, c'est qu'ils sont capables de jouer. Sur le match, je suis pas choqué moi perso par la composition. On attend a priori sur le papier un gros choc. On joue Rennes, on peut attendre un gros match. Donc choisir des joueurs même un peu diminués, mais qui vont apporter de la certitude, de la garantie, ça s'entend. Après, quand tu vois la performance d'un Florenzi qui est mort, qui est cuit, qui sort à la mi-temps, tu te demandes effectivement, est-ce que ça vaut pas le coup de commencer sur un côté avec le petit Ruiz, par exemple. Tu prends pas un risque complètement dingo. Après, pareil, au milieu, bon, je comprends sa logique d'aligner plutôt un Gay qu'un petit Fadiga, par exemple, parce que tu as plus de garantie avec Gay sur le papier. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a un mix de ces deux choses-là. Je pense que c'est très, très difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de Tourelle. Déjà, moi, je suis toujours en train d'essayer de comprendre le Marquinhos Danilo, donc je préfère pour l'instant me concentrer sur ce dossier-là. Mais ouais, c'est illisible, c'est illisible. Et ce qu'a dit Mousse, c'est vrai, ce qu'a dit Yacine, c'est vrai. Donc, bah, les gens qui écoutent le podcast, vous n'avez plus qu'à choisir de votre côté. Moi, je vote blanc. Comme ça, je prends pas de risque. Bah, répondez dans les commentaires en dessous, hein, oui ou non, pour Yacine ou Mousse. On va refaire le débat, vous savez, Le 1-2. le 1-2. Voilà, exactement, quand on faisait à l'ancienne dans les studios. C'est cette séquence qui était assez sympa et où il y avait toujours un rôle d'arbitre à faire entre les deux. C'était Nico aujourd'hui, l'arbitre de ce match. En parlant, tu parlais de Marquinhos, Nico. Marquinhos qui a fait un bon match, hein, voilà, on en a parlé un peu en début de podcast, hein, ce jeune Brésilien de 26 ans qui a été assez intéressant dans sa lecture du jeu, dans sa vitesse, dans ses choix défensifs. Paris, qui a une stat qui illustre un peu aussi le match de Marquinhos et de la défense parisienne dans l'ensemble. Paris a gardé sa cage inviolée à 7 reprises cette saison. C'est plus que toute autre équipe des 5 grands championnats. Mousse, sur la solidité défensive, en tout cas du Paris Saint-Germain, en Ligue 1, du moins, ça, il n'y a rien à leur reprocher. Et Marquinhos a aussi contribué au fait que ça annule les actions rennaises, parce que Guirassy, en Ligue 1, alors peut-être pour le niveau Ligue des Champions, c'est un peu limite, mais en Ligue 1, il fait ses matchs. Doku, le jeune ailier qui arrive en provenance d'Anderlecht, 18 ans, là, qui bouge pas mal, qui est assez tonique sur ses jambes, qui a été bien pris aussi. Il a fait son match même, j'englobe avec Diallo, et effectivement, qui a fait aussi un bon match en défense centrale. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je trouve que la charnière centrale Marquinhos-Diallo, elle était plutôt intéressante. Il n'y a pas eu il y a pas eu de bavure. Le Marquinhos a bien maîtrisé. On l'a retrouvé le Marquinhos qui sécurise la défense, qui est agressif, qui n'hésite pas à défendre en avançant. Donc là-dessus, pas de souci. Même si je crois, alors Yacine, je sais, moi en deuxième mi-temps, j'ai plutôt vu une défense à 3 à un moment. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose. Non, Avec un Diallo plus à gauche. C'est un 3-5-2 en deuxième. Hein. C'est 3-5, enfin, 3-4-3, 3-5-2, il fait tout, mais il part sur une base de 3 derrière quand même. Mais c'est vrai Voilà, avec Baker et Dagba qui n'arrêtaient pas de naviguer, c'est vrai que c'était un bordel sans nom parce c'était très mal ajusté, très mal réglé. Quoi. Mais je pense que dans l'idée, c'était 3 centraux en tout cas. Ouais. Du coup, Diallo, donc il était central gauche. Moi, j'ai trouvé plutôt bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parlait de lui même en latéral sur certains matchs, parce que défensivement, il est plutôt pas mal. Mais hier, il a été plutôt propre. Et puis Marquinhos au milieu, on le connaît. Moi, j'ai hâte de le revoir avec Kimpembe, parce que ça sera encore mieux. Maintenant, sur le match d'hier, est-ce que Tuchel, avec ce qu'il a, est-ce qu'il va encore s'entêter à mettre, alors que hier, on a vu un bon Paredes en 6, ça voudrait dire qu'en vérité, tu as doublé le poste avec Danilo, si tu les mets tous les deux dans la rotation pour jouer devant la défense. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir deux vrais numéros 6 quand il y a à peine 2 ans, on n'en avait aucun. Donc, c'est là aussi la question, voir comment va réagir après la trêve internationale Thomas Tuchel. Parce que je rappelle que normalement, après la trêve internationale, tu es censé récupérer quasiment tout ton groupe. Il n'y aura quasiment plus de blessés, à part Bernat,
un petit peu Neymar, et je pense que Neymar devrait reprendre. Donc écoute, sur la défense avec Keylor Navas qui est juste derrière, et évidemment que si tu as une bonne chaîne centrale plus Navas derrière, là tu prends beaucoup moins de buts, ça c'est sûr. Ouais. Et je pense qu'avec la réintégration de Leandro, qu'on aura une petite question vraiment dans le podcast, plutôt Danilo Pereira ou Leandro Paredes qui ont des qualités complètement différentes. Mais en tout cas, voilà, déjà Leandro Paredes qui a rejoué, qui a bien joué, ça fait plaisir d'avoir un peu au milieu de terrain. Ouais, je te coupe, Hugo. Même Danilo, je trouve qu'il fait une rentrée intéressante au milieu. Tu sens qu'il a. Encore une fois, alors lui, c'est sûr que c'est pas un joueur qui va te faire un pressing sur 40 mètres en allant chasser le défenseur central, mais il est bien placé, il coupe plein de ballons. Dans le duel, c'est super costaud. Quand il récupère, c'est simple, voilà, c'est de la passe orientée. Alors, c'est pas un truc de fou, mais alors c'est ultra utile. Et moi, j'avais regardé avec plus d'attention forcément le match de la France contre le Portugal. Et le rôle de Danilo, il saute aux yeux, il te fait un bien fou dans une équipe parce que derrière, tu as des joueurs de ballon et c'est lui qui s'occupe de tout récupérer. Donc on est encore une fois en train de s'emmerder avec un Marquinhos qui est censé t'apporter un contre-pressing, le seul d'Europe à pouvoir faire ça, j'ai l'impression. Donc j'y crois pas du tout à Marquinhos qui serait installé en défense centrale, mais c'est tellement une évidence aujourd'hui que on va même plus en parler parce qu'on en parle toutes les semaines et ça sert à rien de dire toujours la même chose. Mais ça semble pourtant évident qu'elle est là la composition, quoi. Hein. Marquinhos derrière, Danilo devant, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. D'ailleurs, ouais, Mousse. Un truc sur Danilo, ce qui est aussi important, c'est ce qu'on n'avait pas, c'est la taille. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, sur les deuxièmes ballons, et même parfois sur des premiers ballons, tu vois qu'il arrive souvent à la récupérer, il est bon de la tête. On l'a vu aussi le rôle d'Enzonzi, qui est grand aussi hier à Rennes, qui était important sur les corners. À chaque fois, il arrivait à couper quelques ballons. Et on n'avait pas ce type de joueur. Donc, avoir de la taille au milieu, c'est ce qu'avait dit Leonardo. Donc, c'est dommage, c'est dommage quand tu as récupéré enfin un peu de taille au milieu, et ben de le faire reculer en défense centrale. Donc, entrée très intéressante, je suis d'accord avec Nico. Yacine, Fernando Santos, un sélectionneur du Portugal, a réagi un peu sur le fait que Danilo Pereira était aligné en défense centrale sur les derniers matchs. Et, il a rigolé. Hein ouais. Il a rigolé. Ouais, donc, Fernando Santos, un sélectionneur du Portugal depuis 2014, a répondu aux questions justement sur le fait que de son joueur Danilo était placé en défense centrale. Il a répondu avec un énorme respect pour l'entraîneur du PSG. Si ça se trouve, il ne connaît même pas son prénom. Non, je rigole. Pour moi, Danilo est un milieu de terrain. Défenseur central aussi, mais seulement dans des situations ponctuelles. J'ai déjà convoqué 3 défenseurs centraux en pensant que dans certaines circonstances, Danilo pourrait jouer défenseur central. C'est essentiellement un milieu de terrain et ici en sélection, c'est à ce poste qu'il va continuer à jouer. Donc au moins, lui, il a été clair sur ça. Ça ne changera rien du tout. Par rapport à ce qu'il fait en club, en sélection, c'est sentinelle, c'est milieu de terrain. Mais oui, mais en fait, on l'a vu au PSG, Mota, Paredes, dans un match où par exemple tu prends un carton rouge, ils peuvent redescendre et dépanner 30 minutes, une mi-temps. Bien sûr, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont la qualité, ils ont la technique pour relancer, etc. Mais sur la durée, c'est pas possible parce qu'il y a des repères à avoir, etc. Il y a une chose essentielle. La semaine dernière, j'avais parlé un peu, c'est la minute tableau noir, j'avais parlé du contre-pressing de Marquinhos, etc. Il y a une deuxième chose sur ce fameux contre-pressing, pressing, ce qu'on veut. C'est qu'en fait, très souvent, vous regarderez, c'est pas le joueur qui fait le pressing qui récupère le ballon. Ce sont les joueurs qui sont à côté. Le joueur qui fait le pressing, il sert à limiter le temps du porteur de balle, la prise d'infos, etc. Et en fait, l'obliger à jouer vite, donc à être moins sûr techniquement et à perdre le ballon. Donc en fait, c'est le positionnement des autres qui est important. Et Danilo, le fait d'être un vrai numéro 6, le numéro 6, en fait, que tout le monde réclame depuis plusieurs saisons. C'est-à-dire que le joueur devant la défense, pas le deuxième milieu de terrain un peu relayeur, le 6. Et en fait, comme c'est son poste, lui, il sait venir là où il y a la densité pour couvrir. Et il va récupérer des ballons, si les autres font le pressing, évidemment, mais ce n'est pas à lui qu'on va demander de faire le pressing. Et c'est pour ça que j'expliquais que dans le système de Tourelle aujourd'hui, en vérité, c'est l'activité des 5 devant Danilo qui va être plus importante que l'activité de Danilo lui-même. Danilo lui-même, il va venir prendre les deuxièmes ballons, prendre les mauvaises passes. Voilà. Et c'est pour ça que ce n'est pas important qu'il ait une grosse activité. Et ce qu'a dit Nico, c'est important. Moi, je pense que effectivement, Danilo, on ne va pas lui demander à la récupération de faire les passes de Paredes. Mais par contre,
Moi, je l'ai vu souvent avec le Portugal, avec Porto. C'est un joueur qui, quand il récupère, voit très vite et joue très simple. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai fait mon travail et je donne. Et en vérité, c'est aussi marrant parce qu'en fait, Casemiro le fait au Real. Et quand Casemiro le fait au Real, tout le monde est en extase. Ah, c'est le joueur qui donne l'équilibre au Real, vous avez vu quand il n'est pas là, etc. Mais nous, on veut un Casemiro, mais qui a aussi la technique de Mota. Mais non, à un moment donné, il faut être conscient que des Mota, il n'y en a eu qu'un. Sinon, ça se saurait. Donc, il faut faire avec les qualités des joueurs. Et moi, je pense que Danilo, il peut réellement apporter quelque chose à l'équilibre. En plus de ça, quand tout le monde sera revenu avec un Verratti, etc. Nicolas, tu as levé la main. J'ai levé la main, t'as vu? J'ai vu, j'ai vu. Et du coup, ça m'a troublé, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, Ouais. non, mais après, en plus, c'est ça, c'est que l'avantage au plus d'avoir un Danilo, c'est que tu peux te permettre, je pense, d'avoir devant deux joueurs plus offensifs. Moi, quand tu me mets un Marquinhos avec, par exemple, si demain tu me mets un Rafinha et un Verratti, je suis pas sûr que ce soit suffisamment solide contre une équipe qui va te mettre en difficulté. Danilo, il a quand même un volume dans le duel. Et puis comme tu sens, voilà, c'est un poste qu'il occupe depuis, je pense, c'est depuis qu'il joue au foot, depuis qu'il a 12-13 ans. Donc tu sens qu'il est toujours placé où il faut. Il va pas vite, c'est sûr, mais il est toujours dans cette zone où le ballon arrive et puis bah tu vois, il met le pied et puis le ballon il bouge pas quoi. Ça t'apporte vraiment cet impact, cette récupération, la taille comme le disait aussi Mousse. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il a toutes les qualités pour jouer en sentinelle, et puis surtout, ça t'offre une possibilité d'aligner un milieu encore plus offensif. Alors effectivement, peut-être qu'il faut arrêter avec cette histoire du contre-pressing et que Tourelle ne voit que dans la sentinelle le détonateur du contre-pressing. Peut-être qu'il arrête de se focaliser là-dessus, qu'il se dise que peut-être que le pressing, il peut être aussi initié par les trois de devant, par les deux autres milieux devant Danilo, et puis que tu as un Danilo devant ta défense qui, sécurise déjà la défense centrale sur les hauts longs ballons, et puis que quand le ballon arrive dans sa zone, tu sais que 9 fois sur 10, il passera pas. Donc c'est tellement évident tactiquement que ça doit la même trop parce que Tourelle, lui, ne le voit pas. Alors je sais pas si c'est pour faire chier le monde, si c'est pour ça, il arrive très bien parce que moi, il m'en fout. Et bah, après, à côté de ça, quand tu discutes avec les gens, il y a plein de gens qui t'expliquent, ouais, mais en fait, c'est bien de mettre Marquinhos au milieu, Danilo derrière. Alors tu essayes de comprendre un petit peu. Alors, oui, c'est vrai, oui, Danilo, il se démerde en défense. Oui, Marquinhos, il se démerde au milieu, mais c'est pas optimal. Voilà, tu n'optimises pas les joueurs à leur poste. Et rien que de ce concept, de ce point de départ-là, je ne vois pas comment on peut imaginer sur le long terme ce genre de composition. Mais si quelqu'un, encore une fois, si quelqu'un arrive à déchiffrer le Tourelle, on est preneur. Enfin, moi, en tout cas, je le suis, parce que cette obstination, je ne sais pas si c'est, encore une fois, si c'est pour faire chier Leonardo. Bon, bah voilà, on a compris. Mais s'il pense vraiment que c'est bien tactiquement, que ça apporte l'équipe, moi, qu'on m'explique en quoi Danilo à Leipzig, il fait du bien à ton équipe, quoi. J'aimerais bien qu'on m'explique, quoi. Et... Je rappelle juste que Mota et Busquets, ils ne couraient pas non plus le 100 mètres en 8 secondes. C'est sûr. Que tout le monde se rassure, il n'y a pas de problème. Et justement, cette question lui est encore revenue aux oreilles en conférence de presse d'après-match à Thomas Tourelle, à savoir la question du journaliste, c'était vous aviez décidé de remettre Marquinhos en défense centrale, est-ce un choix ponctuel? Et Thomas Tourelle répond, on décide à chaque match. Danilo a fait une pause, Kimpembe était blessé, Diallo allait jouer à gauche, j'avais deux solutions avec Thilo, Kerrer et Marquinhos. J'ai choisi Marquinhos pour deux raisons. Une, pour donner à Abdou de l'expérience avec Marquis, et jouer avec Thilo à côté car on avait besoin d'un joueur de tête. Marquis a énormément donné contre Leipzig. Bon, il nous a rappelé encore, il est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Ça, je pense qu'on a compris. Donc, voilà, toujours ce choix, Mousse, de ce qui répond. Ça ne veut pas dire que même malgré le fait que Marquinhos ait fait un très bon match en défense centrale, ça ne veut pas dire qu'il va retrouver ce poste-là. Bah ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on va attendre de voir le retour enfin après la trêve internationale, parce qu'il y a Monaco et ensuite Leipzig. Leipzig au parc, et juste avant Monaco. Mais bon, ils auront, on en parlait avec Yacine hier, hein, je crois qu'ils auront 2 jours pour préparer Monaco, et ensuite ils auront à peine 3 jours pour préparer Leipzig. Et on verra à ce moment-là. Mais j'ai l'impression, effectivement, comme le disait souvent Yass, que ça rassure Tuchel de mettre Marquinhos. Mais ça le rassure en quoi, en fait? Parce que nous, on voit les matchs. Lui, il les voit encore mieux parce qu'il est au bord du terrain. Donc, logiquement, il voit les choses encore mieux que nous. On sait très bien que Marquinhos, par exemple, et je peux vous prendre l'exemple du premier match, la première année de Tuchel en Ligue des Champions face à Liverpool. Liverpool PSG, où on perd 3-2, Marquinhos est en numéro 6. Bah, il se fait littéralement manger. Et évidemment qu'on a déjà gagné des matchs avec Marquinhos devant la défense, mais il fallait voir l'adversité. C'était souvent en Ligue 1. On a dû en gagner en Ligue des Champions aussi, hein.
mais face à des équipes qui ne pressaient pas, qui ne mettaient pas. Effectivement, bah, quand tu chatouilles pas les chevilles de Marquinhos, bah, tout va bien. Il va te rendre le ballon, il va en récupérer quelques-uns et tu ne le verras pas en difficulté en fait. Mais face à une équipe qui propose plus, mais Marquinhos, il est catastrophique. Donc, il serait bien vraiment d'arrêter ces bêtises et qu'il remette Danilo au milieu parce que Danilo, lui, encore une fois, c'est son poste. Et c'est des matchs qu'il a déjà joués, qu'il sait faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et en plus, Marquinhos est très performant en défense centrale avec Kimpembe. Logique voudrait qu'il revienne, mais moi je pense que c'est une question d'orgueil, une question d'ego, et que c'est possible que s'il veut vraiment faire chier Leonardo jusqu'au bout, eh ben, il remettra de temps en temps Marquinhos au milieu. Ça. Moi je pense qu'on le reverra au milieu. Ouais, juste très court pour finir. Mousse, n'oublie pas qu'il met Marquinhos aussi au milieu parce qu'il est emmerdé avec Thiago Silva et Kimpembe, qu'il a 3 joueurs pour 2 postes l'an dernier, qu'il ne sait pas toujours trancher parce qu'il sait que ça va être compliqué d'en mettre un sur le banc et qu'il trouve cette solution en disant bah voilà, au moins les 3 ils jouent. Comme ça, déjà, je m'offre un petit peu de tranquillité avec ces 3-là. Donc, le problème, c'est que Thiago Silva, il est plus là et que son remplaçant naturel, c'est Kerrer sur le papier. Bon, bah, à partir de là, je crois que tout est dit. Tu as d'autant plus raison qu'il avait insisté du coup pour garder Silva. Donc, on peut imaginer que si Silva avait été prolongé, eh ben, il y aurait, enfin, je ne sais même pas si on aurait vu l'arrivée de Danilo parce que la question, elle était réglée. Tu prolonges Silva d'un an, mais c'était fini. Là, tu avais Marquinhos sûr et certain en 6 toute la saison. Il y avait plus de suspense. Sauf si il avait décidé de repasser une défense à 3. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir les 3 sur une défense à 3 avec Marquis, Silva et Kimpembe. Là, je dis oui tout de suite. Mais dans une défense à 3. Malheureusement, avec une prolongation de Silva, et je pense aussi, je l'avais déjà dit, je pense aussi, c'est une des raisons pour laquelle Leonardo a refusé. Il y a le côté, la raison la plus importante, évidemment, c'est la masse salariale. Mais je pense qu'aussi, lui aussi a dû se dire si je le prolonge, on va encore se taper Marquinhos en 6, c'est pas possible. On a fait le tour sur le débrief du match. Passons aux blessés. L'hécatombe qui continue. On en a parlé un peu tout au long du podcast. Il y a eu un communiqué médical du PSG le dimanche après le match contre Rennes pour vous dire les joueurs. Alors déjà, les joueurs qui sont sortis sur blessure samedi contre Rennes. Thilo Kehrer, qui lui souffre des adducteurs dans le cadre d'une pubalgie. C'est déjà ce qu'il avait éloigné des terrains donc plusieurs semaines. Le communiqué précise que l'indisponibilité sera discutée selon le traitement retenu. Pour Moeskin, on en parlait, il a subi une petite contusion sur le genou droit qui nécessite quelques jours de repos ou de soins adaptés, donc a priori pas de problème. Alessandro Florenzi, donc Moeskin et Alessandro Florenzi qui sont convoqués avec la sélection italienne. Florenzi qui est sorti par précaution d'une fatigue musculaire. Donc lui, pareil, ça n'a pas une grosse blessure. Pour Ganagay, c'est un peu plus compliqué. Il a une lésion des ischio-jambiers gauche sur le biceps fémoral. Donc je ne suis pas médecin, mais Yacine, c'est quand même une blessure, je pense, qui te laisse un peu sur le côté pendant plusieurs semaines. Il l'info, Hugo, parce que je connais un peu l'entourage de Gay et on m'a dit c'est 4 semaines d'absence. Voilà. 4 semaines, donc voilà, effectivement, c'est un peu plus long. Presnel Kimpembe, donc, parce qu'ils ont fait le point un peu sur les absents aussi qui étaient absents contre Rennes. Kimpembe, qui a été convoqué avec l'équipe de France, reprendra l'entraînement avec l'équipe de France ces prochains jours, selon l'évolution de la contusion de son pied droit. Pour Moero, Icardi et Verratti, ils reprennent les entraînements individuels et collectifs cette semaine. Donc, on peut espérer qu'ils seront disponibles après la trêve internationale pour rejouer dans l'équipe. Pablo Sarabia, lui, a été ménagé pour une douleur musculaire et en prévention de blessure. Donc, pareil, c'était plus de la prévention qu'une réelle grosse blessure. Pour Kylian Mbappé, dont ça a été pas mal discuté parce qu'il a été convoqué par Didier Deschamps avec les Bleus, dont l'évolution est comme attendu, poursuivra ses soins et entraînements individuels avec l'équipe de France en étroite collaboration avec le staff médical du Paris Saint-Germain. Pour Neymar, c'est un peu la même question, qui lui aussi est blessé et ne pouvait pas rejouer normalement avant la fin de la trêve internationale, mais qui a été quand même convoqué avec l'équipe nationale du Brésil, la Seleção, et qui poursuivra ses soins avec le Brésil. Évidemment, c'est très bien de faire un long voyage comme ça quand tu as une blessure aussi importante, mais apparemment, ça n'a pas l'air de trop les gêner dans l'équipe nationale du Brésil, le staff médical en tout cas. Et pour Juan Bernat, évidemment, il poursuit sa rééducation un peu plus d'un mois après son opération du genou. Yacine Tourelle a parlé aussi de ses blessures en conférence de presse, et je vais te lancer dessus parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je te donne déjà ce qu'il a répondu en conférence de presse. Donc la question des journalistes était: l'an dernier, le PSG avait connu déjà une trentaine de blessures musculaires. Dans un contexte particulier cette saison avec le Covid-19, il y a également de nombreux blessés. Y a-t-il un problème de préparation physique, dont on a aussi souvent parlé dans le podcast? Et Thomas Tourelle répond: on a fait 8 matchs en 22 jours, on ne fait pas d'entraînement, on ne fait seulement que récupérer. On joue toujours à 21h, on manque de jours pour récupérer. On joue vendredi à Monaco, après la trêve.
certains vont arriver le jeudi ou mercredi, après 2-3 matchs de sélection. C'est ça l'explication. Est-ce que tu es d'accord avec c'est l'explication de Thomas Tuchel? Oui, mais c'est pas ça l'explication, c'est une partie de l'explication. Et il y a plusieurs parties. Il y en a une, effectivement, il y a l'histoire de pas avoir fait de préparation, ou en tout cas avoir misé sur une préparation différente pour arriver au Final 8 en forme. Et puis après, voilà, pas avoir pu faire une réelle préparation de 6 semaines avec la muscu, etc. Ça, c'est une autre partie de l'explication. Juste, parenthèse sur Florenzi, fatigue musculaire, je rappelle que Mbappé, c'était fatigue musculaire à Nantes, on l'a toujours pas revu sur un terrain, donc les fatigues musculaires au PSG, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, donc effectivement, il y a l'histoire des sélections où les joueurs vont enchaîner. On appelle des joueurs blessés. Je rappelle juste, parce que j'ai reçu des messages aussi sur Twitter où on dit ouais, mais est-ce que Paris peut pas s'imposer, etc. Non, Paris peut pas s'imposer, c'est des dates FIFA. Même si le joueur avait envie de dire à son sélectionneur non, je suis pas prêt, si le sélectionneur a envie de le mettre dans la liste et lui dire tu viens, et on voit après, le joueur n'a pas le choix. S'il refuse une sélection, c'est 2 matchs de suspension. Donc, il n'y a pas de discussion. En fait, c'est pas le PSG peut toujours, oui, discuter avec les staffs médicaux, etc. Mais le PSG ne pourra jamais imposer son idée, ni de dire c'est nous qui payons le joueur. Bref, c'est comme ça, c'est les règlements, tu peux rien y faire. Par contre, moi, je veux bien qu'il y ait beaucoup de blessés et tout, et on m'explique que le Covid, etc. Donc déjà, il y a des blessés dans tous les clubs. Il y en a un peu moins dans certains. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai repris 2-3 papiers entre avril 2019 et décembre 2019. Pour le match à Montpellier, il y a eu un match à Nantes après l'élimination contre Manchester. Donc, je donne les joueurs comme ça. Manqué à l'appel. Verratti, Herrera, Kerrer, Cavani, Mbappé, Neymar, Kurzawa, Gay. C'est souvent les mêmes, hein, quand même. Hein. Et le dernier, Cavani, Di Maria, Neymar, Mbappé, Sylvain. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a plus de blessés. Alors, effectivement, il y en a un peu plus cette année, mais c'est pas nouveau. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on arrive en février-mars, on joue un 8e ou un quart des fois de finale sans Mota, sans Verratti, sans voilà. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Il y a sûrement aussi un manque de travail dans l'intensité des entraînements. Voilà, il y a des choses qui reviennent régulièrement en disant oui, les joueurs s'entraînent pas à fond. On est toujours là, Tourelle le dit lui-même, on fait de la récupération et tout, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai expliqué, il y a récupération où on va faire que des soins, et il y a récupération en faisant peut-être, au lieu de faire 2 heures de séance, 1 heure, mais une bonne heure hein, avec intensité. Parce qu'encore une fois, le corps humain, il est comme ça. Plus tu lui donnes, et plus il en a besoin. Donc peut-être que faire trop de récup, c'est pas bon non plus. Voilà, il y a sûrement un dosage. Et j'insiste sur le fait que oui, cette année, c'est un petit peu plus, mais c'est pas nouveau que Paris manque. Enfin, qu'il y ait des joueurs qui manquent à Paris. 4, 5, 6 joueurs pour un match. Donc je pense qu'il y a quand même des choses. Voilà. Et il y a des blessures qui sont musculaires. Alors la blessure de Bernat, évidemment, hein, c'est la fatigue, tout ça. Mais c'est les croisés, donc c'est encore un peu spécial. Mais quand tu as autant de blessures musculaires, voilà. Et la dernière chose, j'avais fait un papier sur le turnover. Ouais, je veux bien, moi, que Gay se soit blessé encore. Je rappelle que Gay, il joue blessé contre Manchester. Il se blesse contre Manchester. On nous explique que ça va prendre 2 à 3 semaines. Que la semaine d'après, il est déjà à Nantes. Donc, est-ce qu'il est vraiment remis? Qu'après Nantes, il enchaîne à Leipzig. Que tu le fais enchaîner après Leipzig contre Rennes. Et quand on parlait tout à l'heure des choix, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, j'ai mon milieu à 3. Est-ce que je continue à enchaîner avec Gay, qui sort de blessure, qui a été reblessé, qu'on a fait reprendre trop tôt, qu'on a fait enchaîner, ou est-ce que je peux mettre Rafinha, qui n'a joué qu'un match par semaine et qui a joué 6 minutes à Leipzig? Voilà, moi, c'est ça que je dis. C'est évidemment qu'il y a aussi le destin, voilà, tu choisis, il se blesse. Et peut-être que c'est pas un hasard. Est-ce qu'il valait pas mieux mettre Rafinha et mettre au repos Gay? Voilà, c'est des petits choix comme ça qui font qu'à un moment donné, je pense que tu le payes, mais tu le cherches aussi. Et Nico, d'ailleurs, Tourelle a aussi répondu sur ça en conférence de presse. Ça rejoint un peu ce que dit Yacine. On lui posait la question, 8 joueurs blessés au départ, 3 joueurs touchés durant la partie. Êtes-vous satisfait du résultat dans ce contexte particulier? Et Thomas Tourelle répondait, c'était très difficile de trouver un 11 titulaire. Ander Herrera était déjà mort avant le match. C'est exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui. Et Paredes, on a pris des risques. Il avait que 60 minutes dans les jambes. Et quand on lui demande s'il espère récupérer des blessés après la trêve, il répond,
Ça m'inquiète, je ne sais pas si des joueurs reviendront, c'est très très compliqué. Draxler, Verratti, Icardi, le plan c'est qu'ils reprennent, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. On joue avec Paredes alors qu'il a fait que 2 entraînements avec l'équipe. Et surtout, ce qui est intéressant, à la fin de son propos, il dit on est dans un cercle de matchs très compliqués, on les laisse rejouer trop tôt. Mais on le disait, par exemple, Rafinha, tu peux le faire jouer, tu as certains jeunes, etc. Donc, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, etc., les joueurs pètent comme du verre, en fait, Nico. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Est-ce qu'il prend le risque d'aligner des joueurs parce qu'il veut se sécuriser lui, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il n'a pas confiance dans les autres? Je ne sais pas trop, mais c'est délicat, c'est sûr. Quand il t'annonce qu'il fait jouer des joueurs qui ne sont pas aptes ou qui sont déjà un peu blessés comme Gay, ça c'est vraiment problématique. Après, sur l'ensemble de ce sujet, c'est un sujet à Paris qui n'est pas nouveau, effectivement. Yas a bien résumé la situation. Naïvement, j'ai envie de penser que le staff médical et le staff technique collaborent ensemble et que les joueurs alignés, ce sont les plus aptes à jouer parce que derrière, ils ne le sont pas. Alors voilà, je suis d'accord, j'aurais voulu voir Rafinha au début. Est-ce qu'il était capable de débuter quand je vois le match qu'il a fait en rentrant assez tôt? Genre, je pense que oui. C'est là où on en revient aussi aux jeunes. Est-ce que c'est pas justement le moment de faire souffler des mecs, des cadres qui sont limite pas loin de craquer? Donc, est-ce que c'est pas le moment de les faire souffler, quitte à accepter l'idée de perdre quelques points en championnat? C'est un équilibre en tout cas qui est compliqué. Moi, je fais toutes les semaines un récap des blessés du PSG match par match et c'est effrayant. C'est vrai que j'ai rarement vu ça. On le voit moins dans les autres clubs d'Europe, mais à contrario, on voit aussi qu'ils souffrent physiquement. Moi, j'ai regardé hier Liverpool-Manchester, la deuxième mi-temps, ils sont tous cramés, les mecs, sur le terrain. Donc, le PSG à mon avis, comme les autres clubs, ils sont soumis au même problème actuellement, sauf que il n'y a peut-être pas la profondeur de banc suffisante comme peut avoir le Bayern, et puis il y a aussi le côté un petit peu fatalité, chance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ouais, c'est un débat difficile. Encore une fois, je pense qu'il faudrait être avec le staff médical au quotidien pour être vraiment très pertinent sur ce sujet. Vu de l'extérieur, j'ai le sentiment qu'ils font ce qu'il faut pour essayer de les préserver au maximum. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas les mettre plus d'intensité, comme le dit Yacine, aux entraînements? Moi, je suis pas assez calé sur ce sujet-là pour avoir une idée arrêtée. Mais il va falloir de toute manière trouver une solution parce que à ce rythme-là, tu finis la trêve avec 8 joueurs. Donc ça devient très très inquiétant en tout cas. C'est déjà inquiétant. Il y a Joshua Kimmich, d'ailleurs. Je dis juste, il y a Joshua Kimmich, d'ailleurs, qui est sorti sur blessure samedi aussi, qui s'est pété. Donc voilà, un joueur de plus dans la liste. Yacine. Ouais, après, c'est le ménisque, donc c'est sur le choc vraiment. Ouais. Mais bon, la fatigue joue aussi, hein, ça c'est clair. Juste avant de laisser la parole à Mousse, il y a deux choses. Il dit, alors, il y a une première chose sur la Ligue 1. Est-ce que le PSG ne peut pas profiter de la faiblesse de la Ligue 1, justement parce que Manchester City, effectivement, faire tourner contre Liverpool quand tu es déjà 11e en Première Ligue, c'est compliqué. Toi, tu es premier, tu sais très bien qu'à un moment... Enfin voilà, tu peux peut-être profiter de ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit Herrera a commencé cramé. Ok, pas de problème. Tu le mets, tu as la chance qu'il ne se pète pas. Est-ce qu'à la 63e, quand Keane demande à sortir et qu'il te reste 2 changements, tu mènes 2-0 contre une équipe inoffensive, est-ce que c'est pas le moment de te dire, bon, je pense qu'Herrera, on est allé jusqu'au bout là, je vais peut-être pas prendre le risque de lui rajouter 20 minutes, on mène 2-0, je fais rentrer Fadiga avec Pereira à ce moment-là, et puis je sors Herrera pour le faire souffler. Parce que finalement, Herrera, s'il se plaît à la 80e, tu vas nous expliquer quoi? Il a commencé cramé, tu le savais, et que tu as poussé jusqu'au bout. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même. Tu vois, et pour terminer, parce qu'on en parlait avec Mousse là sur le match de vendredi contre Monaco dans 2 semaines, Paris est aujourd'hui en tête avec 4 points d'avance, je crois, ou 3 points, enfin bref, sur Lille déjà et tout. 5 points, voilà. Tu as un match crucial contre Leipzig le mardi. Est-ce que ce match-là, si on te l'explique calmement, même si tu es supporter, te dire, écoutez, moi je vous le dis, évidemment qu'on va le jouer pour le gagner. Mais moi, le match le plus important, c'est Leipzig. Les mecs qui reviennent à 48 heures avant le match, comme ça s'est passé avec Paredes à Nîmes, où ils se pètent au bout de 10 minutes. Écoutez, moi, l'équipe qui va jouer à Monaco, ce sera une équipe bis. Il se passera ce qui se passera. Moi, je vous le dis tout de suite, ne venez pas me prendre la tête si on prend 4-0. Moi, le match important de la semaine, quoi, c'est Leipzig. Et je ne vais pas prendre le risque de tuer des joueurs qui sont partis blessés, qui ont joué et qui reviennent de 11 heures de vol 48 heures avant. Voilà, c'est tout, on te l'explique. Qui va pas le comprendre?
Ah, mais tu as raison sur ce problème des sélections nationales. Évidemment, c'est pour certains joueurs qui sont convoqués, faudra guetter ça. Mousse sur l'hécatombe de blessures et la préparation physique des joueurs. Moi, un peu comme Nico, moi, je suis pas un spécialiste. Là où je peux rejoindre un peu Yacine, parce que c'est les échos que j'ai, évidemment, parfois, enfin, souvent, on nous dit qu'aux entraînements, ça C'est travaille détente. pas comme, bah, c'est pas les entraînements d'Allegri à la Juve, quoi, tu vois. C'est pas les mecs qui vomissent pas après l'entraînement, tu vois. Ça joue un peu trop, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'était déjà le cas sous Blanc, par exemple, où les joueurs, mais c'est après, j'allais dire, c'était d'un commun accord, hein. C'est-à-dire Mhm. que Blanc est le type d'entraîneur qui laisse les joueurs en autogestion. Il est beaucoup en retrait. C'est plutôt Gasset qui était sur le terrain d'entraînement. Et j'avais déjà raconté l'anecdote où un jour, Gasset veut les faire travailler un peu. Ballon, mais avec la course, etc. Zlatan, il prend le ballon, il dit non, je ballon, parce que voilà, c'est comme ça qu'il s'exprimait. Il disait je ballon. Et ben Gasset a dit OK. Bah, tu vois, ils ont fini par faire des petits jeux d'exercice avec le ballon, mais sans cours, sans intensité, etc. Mais Tu à sais, l'époque, ça part. je te coupe juste une seconde, Mousse. On dit qu'on joue comme on s'entraîne et c'est quand même pas nouveau que le PSG, même dans les matchs européens, le nombre de fois où on a pointé du doigt le manque d'intensité dans le jeu du PSG. Alors, c'est de la motivation aussi en Ligue 1, on parle souvent ici, de dire que c'est pas normal dans les petits matchs de pas être capable de mettre de l'intensité pour en marquer 6, 7, 8 s'il y a besoin. Mais à l'arrivée, quelque part, cette histoire de tu joues comme tu t'entraînes et l'intensité au PSG, voilà, tout ça, tu le retrouves forcément un jour. Et peut-être qu'effectivement, c'est un des gros points noirs. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ça fait depuis Ancelotti que c'est comme ça que le PSG ronronne. Donc ça fait 9 ans, 8 ans, 7 ans qu'on a toujours ce problème au PSG. C'est quand même hallucinant que tu n'arrives pas à imposer à des mecs une charge de travail, un axe de travail sur justement l'intensité. Tu vois, c'est un vrai problème ça quand même. Alors avec Ancelotti, lui pouvait l'imposer parce qu'il lui arrivait même parfois de pousser des gueulantes, et même Ibrahimovic la fermait. Mais encore une fois, ça c'est le CV de l'entraîneur qui impose le respect. Avec Blanc, le groupe, ça se passait bien, mais encore une fois, c'était un peu de l'autogestion. Et puis Gasset, c'était un peu le tonton du groupe. Tout le monde l'aimait bien, il aimait le groupe, parce qu'ils avaient une certaine liberté. Mais ça ne les empêchait pas de travailler, hein. Quelqu'un comme Ibrahimovic arrivait avant, 1 heure avant, repartait 1 heure après. Il y avait quand même du travail, mais c'est vrai qu'on était plus dans l'autogestion. Emery, quand il récupère le groupe, il voit ça, il le sent très bien, il essaye. Il essaye d'emmener quelque chose, de changer les entraînements, mais tout de suite, tu as des joueurs qui ne veulent pas. Thiago Silva, lui, par exemple, il refusait de faire certaines choses sous Emery. Et c'est aussi pour ça que leur relation, elle était compliquée, parce que lui, il avait sa façon de s'entraîner, il avait un préparateur qui venait même au camp des loges, chose que bah, tu ne vois pas normalement dans un groupe pro, quoi, tu vois. Et on a aussi laissé beaucoup de choses autour des joueurs qui ont leur propre préparateur. Donc, quand on ne faisait pas beaucoup au camp des loges, mais qui préféraient travailler en dehors, plus en individu. Donc, ça peut s'expliquer aussi par là. Maintenant, encore une fois, là, il y a une trêve internationale. Comme l'a dit Yacine, et c'est vrai qu'on a discuté hier, évidemment qu'il faut mettre. Parce que là, par exemple, quelqu'un comme Verratti, Icardi ne vont pas aller Sélection. en sélection. Donc déjà, tu sais que contre Monaco, tu as 15 jours pour préparer le match. Bon, tu as déjà quand même 2 éléments importants. Tu as un avant-centre et un milieu de terrain. Et puis après, il faudra essayer de bricoler avec ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si ça va rappeler, mais je crois que non. Non, non. Je pense que Sarabia va rester. Honnêtement, tu as quand même de quoi faire une équipe contre Monaco pour essayer d'avoir une équipe reposée et fraîche contre Leipzig. Moi, en fait, les plus grosses inquiétudes que j'ai, je pense, c'est quand même pour Mbappé et Neymar, qui sont des joueurs phares dans leur sélection. Et leur sélectionneur compte énormément sur eux. On l'a vu avec Didier Deschamps, hein, pour Kylian Mbappé. Malgré le fait qu'il soit blessé, etc. Yacine, tu le disais, dans le règlement, tu ne peux pas refuser une sélection. Et je pense d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est que Kylian Mbappé échange directement avec Deschamps par téléphone. Et on passe même pas par Thomas Tuchel, en fait. Et d'ailleurs, Tuchel se désolait un peu de cette situation parce qu'il disait on peut rien faire, les joueurs ont envie d'y aller, etc. Et ça influe aussi sur le fait. Donc on espère que voilà, Didier Deschamps fera attention avec Kylian Mbappé, il ne le fera pas jouer pour un match amical le troisième. Il joue déjà les 2 matchs de Ligue des Nations et Non, ensuite non. C'est match amical. match amical. Amical, ouais. Non, Et donc, après Portugal en plus. Et le Portugal, c'est le premier. Donc c'est en gros le plus important, quoi. ça. Donc ça sera quand même à guetter dans les matchs internationaux. Ouais, Il y a Mousse. aussi,
Neymar qui aurait pu, tu vois, il aurait pu dire à sa sélection, parce que je pense que Neymar, il a assez de poids pour refuser, enfin, pas pour refuser, mais pour dire à son sélectionneur, voilà, je rentre de blessure, on a la Ligue des Champions, un match important. Je suis sûr que le Brésil aurait accepté qu'il reste à Paris, sauf que lui, il va absolument y aller. Il a même insisté pour y aller. Donc déjà, là aussi, tu peux te dire, voilà, quel est le rapport entre les joueurs et le club? Est-ce que, en tout cas pour Neymar, tu as l'impression que le Brésil, ça passe au-dessus de tout. Alors, moi, je respecte, hein, mais dans sa condition à lui, en sachant que tu es en mauvaise position en Ligue des Champions, que tu as des points à rattraper, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de dire à son entraîneur, voilà, je ne vais pas venir, je sors de blessure, j'ai des matchs importants avec mon club. Mbappé, pareil. Bon, Mais après, Mbappé, c'est un joueur de stats, il veut absolument marquer les esprits. Neymar, c'est un peu près pareil. Moi, je trouve ça un peu dommageable. ouais, parce que c'est vrai que pour Neymar, c'était d'ailleurs le sujet à discussion sur Twitter. On envoyait, enfin, ça parlait beaucoup dessus sur le fait que est-ce qu'il voulait se dire, je me concentre sur le match de Ligue des Champions avec mon club, qui est quand même très important, plutôt que d'aller jouer un match voilà, où je vais avoir des longs voyages, etc. Pour mes récupérations, ce sera pas terrible. Puis pareil pour Kylian Mbappé, hein. On sait bien qu'il est proche de Deschamps et Deschamps, on n'a pas grand-chose à faire des clubs français, etc. engagés avec des champions, hein. On l'a vu il était pour la non-reprise du championnat, Didier Deschamps, donc il ne sera jamais, je pense, à défendre les clubs français, etc., ou à les aider, en tout cas, dans les joueurs qui sont blessés. Enfin, voilà. En tout cas, ça englobe un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Nico. Sur le fait qu'il soit parti en sélection, après, bon, Neymar, il y a le voyage, c'est vrai que ça c'est problématique. Après, quand tu regardes le côté un peu positif pour un Mbappé, c'est que déjà tu peux imaginer il va continuer à se soigner avec le staff médical français. Tu peux espérer que s'il est en condition de ne pas, enfin, s'il n'est pas en condition de rejouer, on va pas le mettre sur le terrain. On va quand même partir du principe que Deschamps n'est pas complètement borné. Donc il va jouer s'il est guéri, s'il est apte. Et puis on peut imaginer un côté un peu positif, c'est que si dans le meilleur des mondes, il n'est pas apte contre le Portugal, donc il joue pas. Il reprend le dernier match avec une demi-heure de jeu, histoire de retrouver un peu le rythme. Derrière, c'est-à-dire que tu peux le préserver contre Monaco et tu peux imaginer de récupérer un Mbappé en bonne forme en Ligue des Champions. Encore une fois, aujourd'hui, l'objectif, et on l'a dit, c'est Leipzig. Voilà, aujourd'hui, dans un peu plus de 3 semaines, maintenant, il y a ce match-là. C'est le seul match sur lequel il faut se focaliser. Donc, si en sélection, les mecs ne sont pas surexploités, s'ils ne reviennent pas blessés et que bah, ils en profitent pour se guérir, pour se soigner et puis pour récupérer un petit peu de rythme, on peut imaginer que ça ne peut pas être non plus que négatif. Après, oui, sur Neymar, c'est emmerdant parce qu'il va se faire 11 heures de vol. Mais déjà, on sait que Neymar ne sera pas à Monaco. Ça semble déjà acté, tu vois. Donc, voilà, même si c'est chiant qu'ils soient appelés les mecs un peu blessés, il faut aussi imaginer que ça peut quand même aussi se passer à peu près bien et que tu récupères dans 3 semaines des joueurs en meilleur état. Je vais être ils peuvent aussi se blesser avec leur sélection. Oui, ça, c'est un problème. Et pour Monaco, j'ai peur que Mbappé insiste pour jouer le match contre son ancien club. Pardon. On verra ça. Yacine, pour. Ouais. Juste, alors, les joueurs, moi, je comprends que la sélection, malgré tout, ce soit important. Voilà, faut être à la place d'un joueur. Il a que 10 ans de carrière et tout. Et c'est effectivement. Et puis nous, on est supporters du PSG, donc pour Mbappé ou Neymar, on se dit ça. Si on était supporter d'un autre club, on se dirait peut-être, mais attends, c'est normal qu'il aille en sélection. Tu vois, on le prendrait pas de la même façon. Donc déjà, ça, les joueurs qui ont envie d'y aller, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je pense qu'il y a aussi, et c'est pour ça qu'il y a aussi des choses à voir dans les institutions, la FIFA. Dans une année comme ça, puisqu'ils ont eu le temps de préparer un calendrier malgré tout, faire 3 pauses comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, par exemple, de laisser les joueurs dans leur club? Je rappelle qu'il y a eu 15 jours en septembre, 15 jours en octobre et 15 jours là. Ça fait quand même 6 semaines pratiquement. Est-ce que c'était pas plus intelligent de laisser les joueurs dans leur club travailler et à un moment donné, vu qu'il y a plein de Sud-Américains, etc., dire maintenant il y a la sélection en décembre, pendant 3 semaines, et vous avez 5 matchs à jouer. Et vous allez qu'en sélection, et on reprendra en janvier les championnats, etc. Moi, je pense que c'était plus intelligent, parce que tu permettais aux clubs de gérer leurs joueurs malgré tout, parce que je rappelle quand même que c'est eux qui les payent aussi. Ils ont quand même un peu de besoin d'eux. Et ça permettait aux joueurs de ne pas partir comme ça tous les 4 semaines, 15 jours en Europe, en Amérique du Sud, etc. Je pense malgré tout qu'il y a aussi la FIFA et la Fédé qui placent des matchs amicaux. C'est-à-dire que là, il y a un match amical de la Fédé contre la Finlande. Est-ce qu'il était obligatoire pour récupérer 1 million d'euros, 500 000 euros, 800 000 euros? Parce qu'ils sont bien gentils aussi. Les 2 matchs officiels, ils suffisaient largement dans cette période. Tu n'avais pas besoin à chaque rassemblement de rajouter un 3e match. Eh oui, un 3e match amical où en plus, aujourd'hui, on sait que ces matchs amicaux,
dans les contrats, il y a souvent, et on doit mettre presque la meilleure équipe parce que les sponsors, parce que ceci, parce que cela. Voilà, donc moi, je veux bien qu'on tape sur les joueurs, mais il y a aussi des responsables qui sont bien responsables de la situation. Ouais. Le souci, c'est quand même, surtout aujourd'hui dans le calendrier. Alors, je suis d'accord sur le match amical qui est complètement aberrant, mais bon, voilà, c'est uniquement un contexte économique qui le justifie. Mais après, le gros souci du calendrier aujourd'hui, c'est cette Ligue des Champions qui est complètement ramassée. Voilà, il est là où on voit le problème. Les matchs de Ligue des Champions toutes les semaines, c'est juste pas possible. Surtout que c'est des matchs avec beaucoup d'intensité, c'est des matchs où tu t'en mets plus. Et allez, il est vraiment là, je pense, le problème. C'est qu'avoir avoir ramassé la Ligue des Champions sur 2 fois 3 semaines avec autant de matchs, je pense qu'il est là le problème. Alors, plus qu'il y avait, à mon avis, la place d'élargir un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ils ont. Non, mais il y a la Coupe d'Europe des Nations à l'été 2021. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Tu dois terminer tes poules au mois de décembre. Là, Oui, on va jouer Leipzig le 5, on va jouer Manchester le 12, et le 19 novembre, c'est terminé. Mais oui, mais c'est à cause des dates FIFA. Le 19 Si tu n'as décembre. pas 15 jours, en fait, si tu n'as pas ces 6 semaines en tout entre septembre et novembre de date FIFA, tu peux espacer un peu tes matchs de Ligue. Mais là, en fait, tu n'avais plus le choix. Ils t'ont pris 15 jours. Mais c'est là le problème, quoi. C'est que tu te retrouves avec cette Ligue des Champions. Les blessures, je pense qu'elles viennent de là, surtout. Bien sûr. Enfin, de tout est cumulé. Ouais. Mais ouais, gros calendrier de merde, de toute façon, on le sait. Hein. Et on parlait de blessures, hein. Même le joueur peut-être le plus apte, le plus prêt physiquement, Cristiano Ronaldo, est sorti sur blessure hier. Et c'est une blessure musculaire, hein. Il y a ça pour le coup. Contre la Lazio hier à un quart d'heure de la fin. Donc peut-être qu'il ne sera pas disponible contre la peut-être qu'il ne sera pas disponible pour jouer contre la France pour ce France-Portugal de samedi soir prochain en Ligue des Nations. Bon voilà, je pense qu'on a été complet sur le sujet. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi une nouvelle fois pour ce brillant podcast. Merci Mousse, merci Nico, merci Yacine. Merci Hugo. Ce 72e numéro, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager le podcast. Et puis on se dit rendez-vous à... Oui Mousse. Juste pour dire qu'on fera un podcast sans doute en fin de semaine sur la sortie du livre qu'on a fait avec Clément. On fera un podcast sur le bilan des Qataris 2010-2020. On reviendra sur nos meilleurs souvenirs, le pire match, le meilleur match, nos déceptions, nos coups de cœur, les mercatos, le mercato 2016 avec Krikoviak, Ben Arfa. Voilà. J'espère que tu seras là. Ah bah Krikoviak, ça me... Bah voilà. Ça me au cœur. J'ai senti un frisson. Ah bah là, tout de suite, tu sais me parler. Hein. Crico, voilà, je sais maintenant. Voilà. Grégory Krikoviak, effectivement. En tout cas, voilà, on vous prépare ce podcast pour vous, les abonnés de la chaîne YouTube de Paris United, pour justement vous donner aussi envie de lire le nouveau livre de Mousse et de Clément Pernia. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Salut les amis.